Pour oublier le Covid quelques instants, c'est de parler de littérature et d'amour. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, la revue papier de France Culture est justement consacrée à l'amour, mais alors je dois dire à l'amour au temps de la pandémie. Vous découvrirez beaucoup de choses extrêmement intéressantes, notamment aimées avec Vladimir Yankelevitch dans papier. Et on va continuer à parler d'amour avec vous, Chloé Delhomme. Bonjour. Bonjour. Votre roman s'intitule Le cœur synthétique. Il est publié aux éditions du Seuil. Il est question de la quête amoureuse d'une quadragénaire, d'une quête amoureuse qui n'est pas véritablement couronnée de succès, mais on le verra dans quelques instants. C'est un roman extrêmement drôle qui nous a fait beaucoup rire au matin et ce roman a obtenu le prix Médicis début novembre. Et puis un autre roman qui vient d'obtenir un prix, mais là, c'est un prix beaucoup plus récent. Lola Lafont, bonjour. Vous Bonjour. avez obtenu un prix qui nous est particulièrement cher, puisque c'est le prix du roman des étudiants France Culture Télérama. C'est pour votre dernier roman Chaviré. Il est publié aux éditions Actes Sud. C'est un prix qui est donc décerné par des étudiants. Il y a 1500 étudiants jurés cette année qui se sont inscrits, ont lu et ont voté. Ils viennent, je dois dire, de tous les départements français, de métropole et d'outre-mer et de toutes les filières. Et il a une particularité, ce prix, Lola Lafont, c'est d'organiser des rencontres entre les jurés et les auteurs sélectionnés. Comment ça s'est passé dans votre cas ? Eh ben, ça s'est passé, vu la situation, ça s'est passé depuis mon canapé, via Zoom ou une autre application. Et étrangement, c'était d'une intimité et d'une douceur qui n'est pas virtuelle du tout. Je ne sais pas si c'est parce qu'on était chacun chez soi et que je voyais les étudiantes et les étudiants sur une chaise avec un petit mug et un pull, voilà, les cheveux comme moi, n'importe comment. On a eu des échanges qui m'ont bluffé et je dois vous dire que la lecture des étudiantes et des étudiants m'a réconciliée avec... Avec les études ou avec les non, étudiants? non, avec, non, pas du tout. Peut-être avec... je sais pas, avec, j'en suis ressortie très optimiste à chaque fois. La finesse de leur lecture, leurs questions, leur engagement, la façon dont ils n'ont pas l'intention, peut-être comme ma génération et celle de Chloé, de garder le silence un peu trop longtemps. J'ai trouvé ça admirable en fait. Bon, garder le silence, il Sur faut les violences sexuelles. évoquer le thème de votre Mm. roman Lola Lafont. C'est l'histoire de Cléo Chaviré, une héroïne que l'on suit de l'âge de 13 ans à l'âge de 48 ans. Et Cléo, c'est une adolescente qui vit dans une famille modeste et qui veut devenir danseuse. C'est absolument son rêve. Et on lui propose un jour, une dame très élégante vient la voir et lui propose une bourse qui s'intitule Galatée. C'est une fondation Galatée. Et lui propose donc de prendre en charge cette formation à la danse et l'emmène dans un monde merveilleux qu'elle ne connaît pas et elle a les yeux écarquillés, on s'occupe d'elle et on lui donne des francs car Chloé a 13 ans pour acheter un certain nombre de vêtements qui la font rêver, mais Galatée, finalement, ça n'est pas une fondation, c'est tout simplement un groupe de pédocriminels, et c'est ainsi que ce rêve va virer au cauchemar. Non seulement, en fait, parce que cette jeune fille va être la victime de pédocriminels, mais aussi parce qu'elle va entrer dans le monde adulte trop tôt et de manière telle que finalement, eh bien, ce rêve d'enfant, devenir danseuse, et ce rêve d'enfant, croire aux adultes, sont ces deux choses-là qui vont être bafouées, Lola Lafont. Pourquoi avoir décidé d'écrire sur ce thème ? Ça, c'est une question compliquée parce que si je savais à chaque fois pourquoi j'écris, je gagnerais beaucoup de temps à chaque roman. Mais très clairement, et puis comme je l'ai dit aux étudiants, moi je suis partie d'un événement de ma propre adolescence et finalement la littérature, elle est là aussi pour moi pour
tenter d'y voir plus clair, tenter de défaire un peu justement les couches de silence j'ai envie de dire, en miroir avec ce qui se passe autour de nous. Je m'interroge sur les dégâts du silence, en fait, sur les femmes victimes de prédation. Et ça, c'est le point de départ. Le point de départ, c'est aussi ce que va vivre Cléo, c'est-à-dire toutes les dominations sont aussi basées sur des dominations sociales. Et évidemment que la prédation, c'est un sport de riches. Et que pour attirer Cléo, il y a, comme vous disiez, de l'argent, mais ça compte finalement bien peu par rapport au rêve de changer de statut, de pouvoir intégrer un autre milieu. Voilà, donc oui, c'est un questionnement là-dessus. Je vais lire un extrait de Chaviré Lola Lafont. J'ai choisi un extrait qui se passe durant le soir de Yom Kippour, parce que hier soir c'était Hanouka, on l'a dit, mais aussi et surtout parce que le seul moment peut-être un peu doux et un peu réconfortant que traverse Cléo, c'est le moment où cette jeune fille non juive est accueillie un soir chez son camarade Yonaz, et elle a la possibilité de participer au soir de Yom Kippour. Et vous écrivez la chose suivante. Cléo connaissait-elle l'origine du mot pardonner? Oui, puisque je dois dire que Kippour, c'est la fête du grand pardon. Il se composait de donner, de narrer et de complètement pair. C'était un acte d'abnégation totale que de pardonner, de renoncer à faire payer l'autre pour ce qu'il avait fait. Bien sûr, le passé était irréversible. Rien, aucun pardon ne pourrait défaire ce qui avait été. Mais Kippour venait de Kappar couvrir et non pas effacer. Le pardon n'était pas l'oubli. C'est évidemment un passage qui est susceptible d'être interprété de différentes manières, parce que finalement la question qui se pose pour cette très jeune fille, c'est de savoir comment elle va vivre avec ce crime qui a été commis sur elle, et comment elle va réussir finalement à entrer dans les adultes avec cela. Et puis c'est surtout comment, dans le cas de Cléo, c'est surtout comment se pardonner, puisque Cléo va devenir un petit peu la complice de la fondation de façon très, 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 j'ai envie de dire très naturelle, parce que évidemment que pour s'assurer du silence d'une adolescente, et d'ailleurs d'un adulte, d'une adulte, on le rend complice de ce qu'il subit. Donc là, c'est vrai que la question du pardon dans Chaviré, elle est plutôt celle de comment grandir en étant son propre juge. C'est impossible. Donc comment faire pour se pardonner? C'était cette question-là. Et comment faire aussi pour reprendre une vie, pour résister à cette épreuve, puisque finalement, dans le trajet de Cléo que l'on suit, il y a cette question-là. Oui, et puis pour moi, c'est un roman qui va vers la lumière et vers la parole des femmes. Je ne veux pas divulgacher, donc je ne veux pas raconter la fin, mais moi je crois qu'on est totalement fait de nos rencontres. On est constitué des gens qu'on rencontre, et Cléo, elle va rencontrer, comme vous dites, Yonash, elle va tomber amoureuse de Lara, elle va être amie avec son habilleuse dans un grand cabaret parisien, et finalement toutes ces rencontres-là, elle la constitue, et puis voilà, il n'y a pas de déterminisme, on n'est pas, même quand on est victime, on n'est pas que une victime, c'était aussi ça le propos. Autre roman dans un registre complètement différent, Chloé Delhomme, Le cœur synthétique aux éditions du Seuil, qui a obtenu donc le prix Médicis. Et là, c'est un roman très drôle qui nous a fait beaucoup rire. Il met en scène Adélaïde Berthel, et vous écrivez d'elle, c'est une femme comme les autres qui a 46 ans et entend sonner le glas de ses rêves de jeune fille. Donc c'est une célibataire de 46 ans, elle tente tant bien que mal d'apprivoiser son célibat, et on va la suivre dans cette situation inédite pour elle, puisqu'elle a toujours été en couple depuis l'adolescence, et elle cherche à s'affranchir de ce carcan conjugal, et ça n'est pas si simple. Alors on vous a connu, Chloé Delhomme, dans différents textes expérimentaux, et là l'expérience que vous avez menée, c'est de vous lancer dans une sorte de parodie de la chick lit, c'est ça? C'est-à-dire une sorte de littérature que je vais vous laisser définir pour que vous nous expliquiez. C'est la littérature de filles. Je voulais m'emparer d'une espèce d'objet un peu léger à la Bridget Jones,
Moi qui suis d'habitude toujours dans des histoires de folie, de suicide et de drame, je me suis dit: «Cette fois-ci, on va s'amuser un peu, mais avec un sujet qui est presque pathétique», puisque Adélaïde a un mal fou à s'affranchir du regard des hommes, à faire la part des choses entre ce qu'elle est elle et une incomplétude si on n'est pas en couple. Donc elle va aller de Caribansilla et c'est l'occasion de s'amuser un peu avec tous les clichés, toutes les étapes aussi du célibat qui ne veut pas le rester. Un célibat qui ne veut pas le rester, mais qui, malgré tout, se met un certain nombre d'obstacles entre elle et les personnes qu'elle pourrait rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait croire qu'il y a différentes manières assez aisées de rencontrer quelqu'un. Je pense évidemment au site de rencontre. Et Adélaïde ne veut pas se laisser aller à ce type de facilité. Non, Adélaïde, elle est contre les applis de rencontre. Elle veut pas être de la chair à marcher. Ça lui dit pas trop, donc elle s'abstient et du coup, évidemment, elle rencontre beaucoup moins de personnes. Ça, c'est évident. Mais je voulais être plus dans... J'avais pas envie de me retrouver avec un chapitre, puisque un chapitre égale une aventure, en gros. Je voulais pas un chapitre sur les applis de rencontre. Ça a déjà été fait, et puis j'avais pas... Pour ça, il aurait fallu que j'expérimente moi-même, et j'avais aucune envie d'expérimenter ça. Alors en tout cas, on peut expérimenter quelque chose qui est présent dans votre roman, quelque chose de prophétique. C'est la page 87, Chloé Delhomme. Le 24 décembre, peu avant 22 heures, Adélaïde traîne près du pont de l'Alma, espérant qu'il se produise un truc comme dans une chanson de Barbara. Personne ne lui dit joyeux Noël, alors elle rentre chez elle, jouer avec le chaton. Ce faisant, elle longe les immeubles, partout les fenêtres sont éclairées, on devine les gens attablés. Le cœur d'Adélaïde se serre. Qu'est-ce qu'elle aurait fait, Adélaïde, en période de confinement? Bah, je pense qu'elle aurait fait le deuil, et du coup, il n'y aurait pas eu de livre. À mon avis, ça se serait fini comme ça. Non, parce qu'il y a d'autres possibilités. J'ai par exemple le magazine papier, le magazine de France Culture, qui est lui aussi consacré à l'amour. Et il y a, par exemple, un texte particulièrement intéressant du journaliste américain Michael Stahl, qui évoque comment il est tombé amoureux sur Zoom. Ah oui, sur Zoom, mais quel était le contexte? Eh bien, un contexte où il a eu la possibilité de faire des rencontres comme vous avez eu la Avec possibilité une de le meuf, oui, faire, oui. Lola Lafont. D'ailleurs, sur Zoom, avec les étudiants, il peut y avoir des conversations sur Zoom. Ah oui, oui, absolument. Et on se voit, et vraiment, c'est vrai qu'on peut imaginer tomber amoureux sur Zoom. Oui, il faut juste l'invitation Zoom, quoi. Voilà. Mais en attendant, comme elle n'avait pas Zoom et qu'elle refusait les applis de rencontre, Adélaïde, vous racontez, Chloé Delhomme, comment en fait elle voit un certain nombre de personnes qui sont finalement pas si heureuses que cela, parce que même les gens en couple ne sont pas ravis de la vie qu'ils mènent dans votre roman. Non, mais ce que je voulais montrer, c'était qu'à 46 ans, on a un âge assez particulier où c'est pas la midlife crisis, c'est autre chose. C'est l'âge des petits deuils, du renoncement, de la lucidité, et c'est pas très évident. Et pour les femmes, surtout, c'est là de l'invisibilisation, souvent. C'est un moment où le corps commence à changer, c'est un moment qui échappe. Et je voulais montrer une femme en fragilité par rapport à ces questions-là. C'est un roman qui est plutôt initiatique, puisque à la fin, je vais pas divulgacher non plus, mais ça finit quand même sur de la sororité et de l'empowerment, et elle n'est pas sauvée parce qu'elle trouve l'homme de sa vie, justement. On n'est pas... Enfin, je voulais quand même montrer que l'autonomisation était en marche. C'est un point commun d'ailleurs entre vos deux romans, la sororité, Lola Lafont. Oui, 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 ça c'est sûr. Enfin, toujours, je ne peux pas raconter la fin, donc, mais oui, c'est Moi, je vrai sais pas, parce que que... je ne veux pas non plus raconter la fin, mais on voit en tout cas qu'il y a des mains qui se tendent. Vous verrez si vous Absolument, voulez oui. remplir les blancs, mais des mains qui se tendent, Il y a une des mains. femme qui Oui. notamment lui prête main forte. Alors c'est compliqué parce que dans Chaviré, vraiment, il est question des gestes qu'on n'a pas faits et du poids qu'ont ces gestes dans nos vies ou les mots qu'on n'a pas prononcés. Chacun des personnages porte vraiment le regret d'une main qu'il n'a pas tendue, d'un geste, voilà, d'un geste. Et Cléo est obsédée par une main qu'elle n'a pas
qu'elle n'a pas attendu à l'âge de 13 ans. Mais effectivement, et encore avec l'histoire du pardon, les mains, elles peuvent se reprendre. Et pour rebondir sur le roman de Chloé, il ne faut pas que je me trompe à Cléo et Chloé, c'est une gymnastique. Moi, je fais l'hypothèse, pour le personnage d'ailleurs de Betty, que de devenir invisible. Betty, il faut expliquer qui elle est. C'est une autre petite fille. Plus jeune, qu'on retrouve adulte et qui finalement sort des critères de la séduction de son propre gré. Mais moi, je fais l'hypothèse que l'invisibilité, c'est une force, c'est devenir peut-être une super-héroïne, d'être invisible, et c'est une liberté, peut-être le renoncement à la séduction. Alors, je sais pas, c'est une hypothèse. Bon, c'est une hypothèse en tout cas qu'Adélaïde ne reprend pas à son compte, Chloé Delhomme. Pardon. Non, est-ce qu'il s'est passé un truc dans le studio? Non, il s'est passé un truc. En fait, il y a Véronique Roberode qui veut s'installer. J'ai mon manteau dessus, alors on va tout enlever en direct. Oui, non, Adélaïde, moi, ce que je voulais montrer, c'était la difficulté à s'imaginer seule et libre et constituée forte, parce qu'on a été bercé par le mythe du couple, parce qu'aussi on a souvent été conditionné par la conjugalité, et du coup le problème est statistique, c'est qu'il y a concrètement beaucoup plus de femmes que d'hommes, que les hommes meurent en premier, que si on s'organise pas, on va finir nos jours dans de tristes conditions. Bon, on aura au moins la possibilité de continuer à lire de bons romans. Lola Lafont, Chaviré, qui a obtenu le prix du roman des étudiants Télérama France Culture, Chaviré donc aux éditions Actes Sud. Chloé Delhomme, Le cœur synthétique, c'est aux éditions du Seuil. Et puis le numéro de papier qui est en vente à la fois dans les librairies bien sûr et les kiosques, qui est consacré à l'amour au temps de la pandémie. Et l'on évoque la littérature avec tout d'abord la revue Papier qui évoque l'amour au temps de la pandémie. Une revue papier qui est disponible en kiosque et en librairie et qui s'interroge sur la place de l'amour, cette place particulière. Et c'est ce que vous racontez aussi, Chloé Delhomme, dans Le cœur synthétique, votre roman qui a obtenu le prix Médicis et qui est publié par Le Seuil. Dans ce roman, on suit Adélaïde, une quadragénaire qui est célibataire et qui aimerait bien cesser de l'être. Et dans votre roman, Lola Lafont, Chaviré, publié aux éditions Actes Sud, on suit Cléo, qui est une jeune fille de 13 ans qui en prend un réseau pédocriminel. Peut-on qualifier Lola Lafont, ce roman, votre roman, mais aussi celui de Chloé Delhomme, puisque d'ailleurs vous l'avez lu, de féministe? Oui, et puis je voulais juste ajouter à propos d'amour, parce que dans Chaviré, il y en a, puisque Cléo vit une grande histoire d'amour avec Lara, sa colocataire, et que c'est une étape importante dans sa construction, et qu'il y a l'amour de la danse, parce qu'on peut aussi aimer la danse ou la musique, ou je sais pas, la philatélie peut-être, mais j'y connais rien en philatélie. Je sais pas si c'est à moi ou à nous de décréter que nos romans sont féministes, parce que en tout cas pour moi, quand j'écris, je ne pense pas à l'effet que va produire un roman. J'écris quelque chose parce que je crois qu'il faut écrire ce qui est là, et ce qui nous hante, et ce qui hante la société dans laquelle on est. Et après, si pour des lectrices c'est féministe, moi je trouve ça génial. Mais je veux pas l'imposer, en fait. Et puis on parlait de sororité, et ça je pense vraiment que nos deux romans se répondent sur ce thème. Et la sororité, comme la fraternité d'ailleurs, c'est une décision. Parce que toute notre société, elle va à l'inverse, c'est-à-dire que tout va à l'inverse de la solidarité, tout va contre, tout est une séparation. Enfin, je ne vais pas dire les évidences du chacun pour soi, d'être gagnant, etc. Mais je crois que dans nos deux romans, il y a une décision des personnages de faire preuve de sororité. Et de fraternité aussi. Vous l'expliquez, parce que si on prend, il y a effectivement des femmes qui vont aider Cléo. Il y a aussi une famille à un moment qui reçoit Cléo. Alors bon,
on va pas raconter la suite, mais il y a des mains qui se tendent malgré tout, qui ne sont pas uniquement des mains de femmes Ah oui, avec les autres femmes. bien sûr. Mais quand je parle de décision, c'est que dans Chaviré, la Fondation Galatée, finalement, elle est Ce réseau extrêmement... Ce réseau pédocriminel. pédocriminel, il est tout à fait à l'image de notre société. Il est archi-libéral. Tout est fait pour que les jeunes filles puissent pas se parler, qu'elles puissent pas communiquer, qu'elles puissent pas s'entraider. Et finalement, ce que j'interroge, ça n'est pas seulement la prédation sexuelle, mais toutes les formes de prédation, même dans le milieu du travail. Cette façon de nous séparer pour qu'on puisse pas former un tout. Euh, C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que ce réseau Galatée va utiliser la passion de ces jeunes filles issues de milieux modestes qui veulent faire du cheval, de la danse hum. et qui ont bien entendu des difficultés pour y parvenir. Et soudain, il y a une fée qui arrive et qui leur dit je vais vous y aider. Oui, je vais vous faire changer de milieu social, vous allez accéder à une autre position. Évidemment qu'il y a l'attrait du rêve, de quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a surtout, euh, voilà, finalement, celle qui va entraîner Cléo, Cathy, la prédatrice. Et là, je reviens à l'amour et au désir. Ce qu'elle fait miroiter aussi, c'est d'être aimée, d'être regardée, d'être, j'ai employé le mot repérée. Et c'est terrible parce qu'en lisant la presse féminine, depuis 30 ans, j'en ai lu plein pour écrire le roman, j'ai vu que ce mythe, que les jeunes filles soient repérées, ça préside totalement, c'est-à-dire à leur désir. On est élevé, on est tout élevé avec l'idée que si un regard ne se pose pas sur nous, on n'est rien. Si on n'est pas repéré, un mannequin a été repéré, une actrice, on n'existe pas. Et ça, c'est terrifiant. Vous évoquez d'ailleurs les codes de la presse féminine, Chloé Delhomme, dans votre roman Le cœur synthétique. J'en lis un extrait. En culotte sur son lit, elle s'enduit les jambes de crème hydratante. Le geste est quotidien, mais il lui semble vain. Elle calcule combien d'hommes ont caressé son corps au cours de sa vie. Et vous avez voulu singer les images, les représentations qui sont données par cette littérature. Oui, et puis mettre un peu des statistiques du coup. Vous voulez que je donne la statistique? La Oui, statistique, c'est 16. La moyenne des Français d'après Doctissimo. Ah non, pour elle, c'est 16. Et pour Doctissimo, c'est 13,2. oui, je trouve ça toujours très drôle dans ces cas-là. 13,2 partenaires au cours de la vie. Les codes des magazines féminins, oui, les injonctions aussi. Je pense que Adélaïde, le problème, c'est elle est construite selon un certain modèle. Elle est incapable de s'en affranchir. Et en même temps, elle voit bien que d'un côté, on a droit soit à la folle passion avec des montées de dopamine et ça finit mal, soit la conjugalité qu'elle a connue ou au-delà des problèmes de charge mentale et de charge psy, elle s'ennuyait. Donc, comment se trouver dans la question de l'amour quand on est un peu épuisé en quelque sorte aussi. Mais d'ailleurs, je lisais dans Papier cette phrase de Yankelevitch qui dit « J'aime bien être aimé, je crois toujours qu'on m'aime ». Et Yankelevitch, dans ce numéro de Papier, explique que finalement, il est bien obligé de considérer qu'on ne l'aime pas toujours, ce qui provoque un certain nombre de malheurs chez lui. Alors Adélaïde, c'est à la fois quelqu'un qui constate qu'elle n'est pas aimée, mais qui aussi n'aime pas beaucoup. Non, elle aime pas beaucoup parce que le problème, il est là, c'est qu'elle attend un modèle, mais elle court après une fonction et pas une rencontre, Adélaïde. C'est-à-dire, expliquez-nous. C'est-à-dire qu'elle court après la fonction couple par rapport au fait qu'elle se sent incomplète seule et du coup, elle cherche pas une rencontre, elle cherche un partenaire pour le partenaire. Parce qu'elle a été construite en incapacité de s'imaginer autonome, affectivement. Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, par exemple, le célibat, son célibat est un acte de courage, je ne sais pas, un acte politique? Non, j'irai pas jusque-là. Et puis surtout pas dans le cas d'Adélaïde, qui est quand même une sacrée nunuche quand on y regarde de près. Non, je pense que le célibat, il faut l'investir, et l'investir correctement. Pour en tirer les bénéfices et c'est pas évident quand on a été en couple longtemps avant parce que le temps est flottant. On a beaucoup de mal à investir le quotidien. Il y a des heures, les célibataires le savent bien, il y a des heures entre 19h et 21h par exemple. C'est du temps conjugal normalement, c'est du temps de dîner, c'est du temps familial. Et c'est très difficile de se sentir exister
quelque chose de l'ordre, oui, du flottant et un peu du douloureux. Et c'est ça qu'elle va expérimenter dans sa chair aussi. Mais là aussi, vous expliquez qu'elle fait un certain nombre de choix qui la renvoient à sa solitude. Oui, non, mais c'est une solitude qui était voulue, mais qui était désirée, mais qui n'a pas été appréhendée. C'est-à-dire qu'elle s'attendait pas à ce que ça donne ça comme résultat dans le quotidien. Au même titre qu'elle se pensait affranchie du regard des hommes et que le fait que le désir se pose plus pour elle la perturbe, alors qu'elle se revendique féministe, elle se revendique forte. Et en fait, je voulais montrer cette espèce de complexité aussi qu'on a quand on est hétérosexuel et féministe par rapport au regard masculin, parce que c'est pas si évident non plus. Et On alors est cet âge, tiraillé. 46 ans, donc la date de péremption sur le marché de la séduction pour Adélaïde, Pour Adélaïde. dans ce roman, justement, à quoi correspond-il selon vous, Chloé Delhomme? Ah bah il correspond à quelque chose que j'ai expérimenté autour de moi aussi, hein. Je veux dire, c'est pas toujours très plaisant de réaliser que ça y est, c'est les femmes plus jeunes qui seront regardées et on n'est plus, on a perdu l'aura. C'est quelque chose qui est réel, et il faut être lucide et en même temps, comment est-ce qu'on se débrouille avec ça? C'est un peu la question de départ, en fait. Et alors, justement, comment se débrouille-t-on? Ah bah moi j'ai fait le deuil, hein, comme ça va beaucoup plus vite. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. C'est pour ça que je voulais que dans le livre, elle finisse sur une note qui était de l'ordre de la solidarité féminine et que la réponse n'était pas dans un homme. C'était pas là que ça se trouvait. Lola Lafont, il y a une autre forme de rapport au corps dans votre roman, c'est la question de la danse et la question aussi des souffrances qu'on peut infliger à son corps pour parvenir à un but comme celui de la danse, avec les bleus, avec les douleurs, avec la manière dont on peut justement vivre avec son corps lorsqu'on entend en tirer une performance ou une dimension esthétique particulière. Oui, mais c'est aussi une joie. C'est aussi un plaisir. C'est-à-dire que la danse, c'est aussi un geste qui va encore une fois complètement à l'encontre de la société parce il est beau et inutile. Et qu'un danseur ou une danseuse, c'est quelqu'un qui travaille toute sa vie à la grâce dans tous les sens du terme et au geste parfait. Ça a beaucoup à voir avec l'écriture pour moi. Et c'est un domaine, évidemment, que ça fait mal et que c'est très aussi qu'il y a un moment où les choses s'arrêtent, où elles se transforment. Mais ça a beaucoup à voir avec la sexualité, finalement, aussi. C'est-à-dire que à un moment donné, un danseur, une danseuse, quand il vieillit, il n'est plus dans une danse de puissance. On passe à une autre danse. Il y a des danseurs qui dansent très très tard. Et justement, lorsqu'on suit cette jeune fille, donc dans votre roman, il est question de la suivre de l'âge de 13 ans à l'âge de 48 ans, Oui. eh bien, on voit que finalement, sa seule passion, et peut-être même la passion qui ne l'a jamais trahi, c'est cette passion de la Oui, danse. parce que c'est important d'avoir, comme Chloé disait, c'est une sorte d'autonomie aussi, une passion, quelque chose qu'on pratique avec, je sais pas, là il y a l'écriture évidemment, c'est quelque chose qui vous appartient totalement, qui dépend pas qui dépend pas du désir des autres. On peut danser pour son plaisir dans son salon, on n'est pas forcément danseur, on peut écrire, je sais pas, je trouve que c'est fondamental. Peut-être qu'il y a une différence, en tout cas avec la danse que vous évoquiez. Il y a bien sûr des gens qui dansent très tard, mais a priori, pour la littérature, le mécanisme est l'inverse. Pour l'écriture, plus on Vous voulez dire, écrit... plus on est vieille et plus on est prise au sérieux. Moi, je crois aussi à ça. Ah, je ne savais pas si... D'accord. C'est vrai? Hélas, Mais oui. C'était pas le sens de ma question. Ah, pardon. Ouais. Non, non, mais au contraire, tant Mais mieux. c'est une information sur laquelle nous insistons. Oui, oui, plus on est vieille, plus on est prise au sérieux dans ce métier d'écrivain. Ça veut dire que les jeunes écrivaines ne sont pas prises au sérieux? Bah, je sais pas Lola, mais quand on était jeune, enfin moi pour ma part, le sérieux c'était difficile, hein. Ouais. Mm. Oui, je pense qu'effectivement, à mes débuts,
Je me souviens du nombre d'articles qui commençaient par la couleur de mes cheveux et les vêtements que je portais. Je suis contente qu'on parle plus d'écriture maintenant. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'écrivains qui aient été comme ça définis par leur apparence. Mais parce que effectivement, toutes les Longtemps. deux, on vous a connus très jeunes, mais lorsqu'il est question de garçons, de jeunes garçons qui écrivent, on insiste aussi beaucoup sur leur précocité, ce qui est en réalité un peu ridicule ou accessoire, parce que finalement, peu importe l'âge de celui qui écrit. Je sais pas si c'était la précocité, parce que moi j'étais pas précoce, mais c'était vraiment la description physique C'était en pas fait. non plus, Moi je me souviens vraiment de l'importance de mes cheveux. C'était très étrange. Ouais, moi, Mes cheveux ne c'était... m'aident pas du tout pour écrire. Ah, moi, c'était le look gothique, oui, qui prenait le pas sur le... On commençait par ça avant de parler stylistique, oui, bien sûr. Justement, parlons de stylistique, puisque ce qui est marquant dans votre livre, dans vos deux livres, c'est la manière dont ils sont écrits pour vous. Chloé Delhomme, c'est une manière d'expérimenter, une autre manière d'écrire. On vous a connu dans des romans très expérimentaux, et là, l'expérience consistait à adopter les codes d'une littérature populaire, d'une littérature qui évoque la condition des femmes à la recherche de l'amour, enfin, plus prosaïquement encore, le journal de Bridget Jones, par exemple. Oui, moi, j'avais envie de m'emparer de quelque chose de populaire et de plus pop au sens presque musical, enfin même carrément musical du terme. J'ai travaillé par le passé sur plein d'objets qui avaient des architectures très compliquées ou un tas de trucs. Là, je voulais essayer de voir si j'étais capable de faire fluide, si j'étais capable de prendre un narrateur omniscient qui ne soit pas incarné et qui ne fasse pas la grève en plein milieu du livre. Je voulais essayer de voir comment j'étais capable, au bout de 27 livres avant celui-là, est-ce que j'étais capable de faire quelque chose qui était accessible, en fait. Voilà. Parce que j'étais pas si certaine de pouvoir tenir le challenge, en fait. Et justement, comment on fait, c'est le terme que vous avez employé, comment fait-on accessible? Bah, Parce que j'imagine il qu'à faut l'inverse, pas. vous ne vouliez pas faire inaccessible auparavant. Bah, auparavant, je ne me posais jamais la question de la réception, je parlais pas à quelqu'un. Je faisais des expériences de laboratoire langagier. C'était l'esthétique et la poésie qui prédominaient. L'histoire, la transmission d'informations ou de ressentis, c'était la transmission de ressentis ici qui était. Je voulais que les gens ressentent les états émotionnels par lesquels j'étais passée. Mais je racontais pas vraiment d'histoire, c'était beaucoup d'autofiction. Là, j'avais envie de parler aux copines. C'est un peu le pendant de Mes bien chères sœurs, qui était un petit essai manifeste féministe que j'avais sorti l'année dernière. C'est sur la sororité. Et là, je crois que c'était le même geste. Je voulais vraiment partager, m'adresser à, à des femmes, à des amis inconnus en quelque sorte. Dans le cas de votre roman Lola Lafont, donc on va suivre l'héroïne Cléo de 13 à 48 ans et on va la suivre au travers de différentes facettes qui sont autant de gens que cette femme a croisés. Et là aussi, Oui. ça requiert une gymnastique d'écriture particulière. Oui, moi j'avais vraiment envie avec Chaviré de rendre hommage au roman avec un grand R, parce que j'ai vraiment envie que certains sujets ne soient pas réservés au récit, au témoignage. Je pense que parler des violences sexuelles, parler des dégâts du silence sur les vies, en fait, c'est quelque chose que le roman peut faire. Et c'est vrai que j'aurais pu faire que Cléo soit centrale. Et j'avais pas envie parce qu'il me semblait qu'alors elle aurait été totalement victime, parce que c'est ce qu'elle vit en fait, hein. Cette histoire la hante totalement, et que de voir le reflet de Cléo très multiple au travers d'un camarade de lycée, d'une amoureuse, d'une habilleuse, de sa fille, c'était une façon de dire aussi que qu'un viol ne vous limite pas à être victime de viol, c'est-à-dire on est aussi une grande amie, on est aussi une amoureuse, on est aussi une danseuse, on est aussi beaucoup de choses. Et puis en fait, il y a cette phrase de Derrida
que j'aime énormément et à laquelle j'ai beaucoup pensé pendant l'écriture de Chaviré, qui est que quand on ne peut pas dire quelque chose, il ne faut pas le taire, mais il faut l'écrire. Et Chaviré, c'était un peu ce pari-là. Justement, le fait d'évoquer une question avec les outils de l'écriture, parce que l'autre cas commun entre vous deux, c'est que vous avez utilisé différentes formes d'art Ouais. à la fond. Oui, moi je suis sensible à la question de l'adresse, en fait, effectivement, parce que pour moi le roman est vraiment une sorte de dialogue avec des inconnus, ça c'est sûr, et qu'il y a quelque chose de... euh, il y a différentes formes de langage dans Chaviré, puisque chaque personnage a sa langue, mais il y a surtout peut-être la question de la fabrication. Comment on fabrique le silence dans lequel vit une personne? Comment on fabrique le silence des classes intermédiaires aussi dont est issue Cléo? Comment on fabrique le silence des anciennes enfants qui vont traverser toute leur vie de femme jusqu'à 48 ans? Moi j'ai examiné tous les détails sur la vie affective, la vie amoureuse, les reflets. Et vous, Chloé Delhomme, le fait justement, vous aussi, d'utiliser différentes techniques, différentes formes d'art? Mais c'est vrai que sur le cœur synthétique, j'ai plus juste travaillé les vers blancs. Sinon, on est sur une structure très, très fluide cette fois-ci. L'architecture est pas complexe. On a vraiment un chapitre égale une aventure. Et sinon, il y a un travail stylistique de vers blancs comme je fais assez Des souvent. vers blancs. Des vers blancs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des alexandrins cachés. Il y a une structure qui est syntaxiquement souvent plutôt en hémistiche, plutôt en 6 qu'en 12, mais il y a une rythmique particulière. Moi, je passe tout au gueuloir à la Flaubert, mais si la phrase est pas passée, la phrase est pas passée à l'oral, ça veut dire qu'elle accroche pas bien. Donc normalement, il y a une certaine rythmique, une certaine scansion dans le livre. C'est là-dessus que je me suis plus appuyée, puisqu'effectivement, pour le reste, on est dans quelque chose qui est assez efficace, que j'ai pas voulu. Mais est-ce que ça veut dire que vous pouvez vous dire, par exemple, je vais écrire un texte dont le rythme va être rapide, lent? Là, pourquoi avez-vous décidé d'utiliser ce rythme-là pour raconter cette histoire? Parce que ça devait sonner comme une chanson. Le cœur synthétique, chaque chapitre a un titre de chanson, à part le premier et le dernier où c'est des titres de livres. J'ai fait un disque qui va avec, il y a un album. Oui, on a d'ailleurs la bande son, mais On n'a pas le temps. il va être compliqué, mais Non, il y mais a aussi bien Étienne Dao que Didier Super dans votre oui. roman. Oui, oui, c'était aussi pour montrer Adélaïde, elle se fabrique des souvenirs avec sa bande son. Et c'est quelque chose qui est assez partagé aussi, le rapport de l'inconscient collectif, le rapport de la chanson populaire, la variété chez Lola. On a comme ça des matériaux communs où on se construit. C'était important de mettre ça dedans aussi. Il y a Jean-Jacques Goldman chez Mais vous, oui, Lola Lafont. mais oui, parce que c'est vrai que pour rebondir sur les variétés, Cléo, elle aime la variété et en réalité, elle fait du spectacle populaire, puisque je me suis vraiment penchée sur les danseuses qui étaient derrière les chanteurs Parce dans qu'elle les années danse chez Drucker. 90, voilà, chez Drucker. Et vraiment, ce qui m'a beaucoup intéressée à travailler, c'est le mépris social qu'on a vers ces danseuses-là, qui sont vraiment comme des travailleuses de l'ombre, hein, on les regarde pas, et puis c'est du spectacle populaire, donc quel est le jugement qu'on a sur ces spectateurs? Parce que finalement, quand on, quand on n'aime pas un chanteur, surtout quand on est ado, et dans les années 90 encore plus, dans les lycées, quand on annonçait la couleur d'un chanteur, on était tout de suite classé, et ça en disait très long. Donc oui, Cléo, elle pense que les chansons de Jean-Jacques Goldman et de Mylène Farmer sont de la poésie moderne, et elle n'a pas tort. Enfin, moi, je pense qu'elle n'a pas tort. Et il y a d'ailleurs, en parlant de milieu et de peinture du milieu, Chloé Delhomme, parce que je n'ai pas dit qu'Adélaïde est attachée de presse dans l'édition, ce qui vous permet de parler de l'édition. Oui, ça me permet de faire des petites blagounettes et de montrer à quel point ça n'a pas changé depuis les illusions perdues de Balzac, par De exemple. montrer, alors en tout cas, on voit la pression, les tirages attendus, la manière dont les prix littéraires sont convoités.
Oui, et puis des éditeurs qui prennent beaucoup de cholestérol à force d'inviter les membres du jury à déjeuner. J'ai fait des blagues comme ça. Il y a, J'avais envie de montrer aussi qu'une attachée de presse, c'est le métier qui est de l'ombre dans ce côté un peu brillant, l'image qu'on peut avoir du monde de l'édition. Et Adélaïde aussi. Elle se retrouve dans cette situation où il y a la pression de partout, où voilà, c'était un métier que je voulais montrer aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Lola Lafont? De métier d'attaché de presse, oui. Mais Non, du métier absolument. du milieu de l'édition. Qu'est-ce que j'en pense? D'une certaine façon, je m'en tiens un peu loin, c'est-à-dire que j'écris chez moi et mes amis sont des gens entre guillemets normaux, donc j'ai une position un peu en grand écart toujours où je publie, mais j'ai eu l'impression d'être un peu éloignée. Lola Lafont, Chaviré, votre roman est publié aux éditions Actes Sud et il a donc obtenu le prix du roman Télérama France Culture, prix roman des étudiants, et Chloé Delhomme, Le cœur synthétique. Votre roman aux éditions du Seuil, lui, a obtenu le prix Médicis. Géraldine Mosna-Savoie, bonjour. Faut-il être aveugle pour aimer, d'après vous? Oula, mais quelle question, bonjour. C'est votre question, en fait. J'ai papier, le numéro 35 de papier, et dans cette oui, c'est vrai. revue, Oui, je me c'est souviens. Géraldine Mosna-Savoie qui posait cette question. Vous voulez que je vous Oui, lise c'est vrai. la réponse de Géraldine Mosna-Savoie? Allez-y, oui, parce que En j'ai hâte de me substance, vous découvrir. dites que c'est pas indispensable, mais ça aide quand même d'être aveugle pour aimer. Ok, c'était pas mal, je m'engageais pas trop. Vous avez changé d'avis depuis? Non, j'ai pas changé d'avis. De toute façon, avec les masques, on voit plus grand-chose. Donc, Justement, bon. Lola Lafont qui a son masque, vous en pensez quoi? Il faut être Moi, aveugle pour je pense que Géraldine a toujours les bonnes réponses, donc en fait, j'écoute en général ce qu'elle dit, et après, je vous dirai. Vous voyez, c'est ça le phénomène de gouroutisation, Et voilà. c'est-à-dire que maintenant on va penser qu'il faut vraiment être aveugle pour aimer. En tout cas, c'est à retrouver avec beaucoup d'autres choses dans le dernier numéro de papier. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Alors, je vais parler de nos nuits. Enfin, qu'est-ce qui reste de nos nuits? Et vous, Hervé Gardette, bonjour, de quoi allez-vous nous parler? Bonjour. Eh bien, du fait que vous ne m'avez pas interrogé sur l'amour qui rend aveugle. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il faut être aveugle pour aimer, Hervé? Non, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis. Non, je vais vous donner une presque bonne nouvelle, moi, ce matin.